J'ai un peu bossé rapidement. Je vais essayer juste de reprendre 2-3 choses qui me paraissent vraiment importantes pour introduire le propos et illustrer soit avec des choses que j'ai vues tout à l'heure et entendues tout à l'heure, soit avec des choses qu'on fait en Bretagne. Donc, je vous rappelle ces questions de socialisation des technologies. Ça correspond aux phases finalement dont on a parlé tout à l'heure, particulièrement de la banalisation. Je vous rappelle cette histoire de normes sociales. Je vous redis, je ne l'avais pas dit tout à l'heure, 85% d'équipés connectés, mais vous voyez la hauteur de l'équipement, de l'augmentation de l'équipement en tablettes et smartphones. Donc il faut s'attendre à ce qu'en 2018, on arrive finalement à la banalisation de l'accès Internet mobile. Il faut donc le prendre comme un fait sociétal, hein, pas une norme que nous imposerions, mais un fait sociétal. Pour tous ceux qui interviennent dans l'accompagnement, c'est très important de regarder finalement quels sont nos environnements numériques. Et par exemple, quand on fait de la robotique ou on fait de la 3D, on manipule autre chose du numérique, hein. Par contre, quand on fait de l'administration, on est là-dedans. Hein, je reprenais pour que vous compreniez bien à quoi ça sert ces trucs-là. Je vous ai dit assez rapidement ce matin comment se construisaient les usages. Je suis absolument persuadé que ça vous a glissé dessus. Quand même, je sais un peu, voilà, quand même à la vitesse où je vais. Et donc je vais vous l'illustrer de 2 manières qui vont probablement plus vous parler. Des fois, mes animations m'énervent moi-même, c'est pour vous dire. Donc, la techno-imaginaire, représentation, pratique, usage. Ici, vous avez Aimée Muline, la première Aimée Muline, la première paralympique qui va devenir une star mondiale et qui va courir avec ces lamelles-là. Ensuite, elle va avoir une carrière d'actrice. Ensuite, elle va avoir une carrière de people. Que fait cette femme? Et les autres, hein, je prends cette femme-là. Tu vas y passer, Yvan. La prochaine diapo est pour toi. Non, évolution encore. Ah, si, tout à fait. Non, ça doit vouloir dire l'évolution du corps. Et c'est dans Wired, c'est la revue techno la plus lue au monde, puisque c'est la revue techno américaine. Donc vous voyez, on a une personne handicapée, en situation de handicap, qui transforme la représentation d'abord par le sport. Ce jeune homme-là, qui est en bas, c'est Nicolas Huchet. Nicolas Huchet, c'est un jeune homme à qui on a coupé, enfin, qui s'est coupé un bras dans un accident du travail. Et qui va rencontrer un jour la communauté du Fab Lab, la communauté des makers. La communauté des makers de Rennes va lui dire écoute, t'as pas l'air très très bien là, et puis tes histoires de prothèses électroniques. Bref, le gars était en dépression, il sentait qu'il ne valait plus rien, etc., etc. Il en avait marre de se faire manipuler par les médecins et les vendeurs de prothèses électroniques très très chères, non libres, si vous voyez ce que je veux dire. Il rencontre la communauté maker et fabrique ce fameux bras articulé. Ce fameux bras articulé va donner naissance à un Fab Lab qui est à l'école d'éducateurs de Rennes, qui s'appelle Ascoria, qui s'appelle My Human Kit. Et on voit arriver derrière lui tout un tas de jeunes handicapés en chariot, etc., etc. Et je vous le donne en mille, ça se déroule il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on voit les handicapés psychiques venir, des jeunes autistes, etc. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que lorsque Nicolas m'en parle, il est au courant de cette histoire-là. Et qu'entre les deux, ils sont à des milliers de kilomètres les uns les autres, sauf que les médias sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et on va dire, certaines représentations positivantes, certains pouvoirs d'agir vont se chercher dans la transformation des imaginaires. Et c'est là que notre ami Yvan et ses petits camarades interviennent. Alors, je vous dirai ce qui est en haut. À partir
des babacools numériques à partir de l'imaginaire des hackers, des pirates. Vous en parlez à qui que ce soit. J'ai bien entendu qu'il y avait plusieurs générations. Il y en a tout un tas qui se demandent comment ça marche. Le dark web. Qui sont ces vilains Anonymous? Enfin bref, vous voyez bien que du côté des imaginaires, de ce côté-là, il y a ce qu'il faut. Et puis, comme je crois que tu l'as dit tout à l'heure, un Fab Lab, c'est quand même très techno, etc. Puis, il y en a à Chemillé, il y a quelques années. Je ne me vois pas vieillir, donc c'est vrai que c'est plus 6 ans que 10 ans, mais voilà. Il y en a à Chemillé qui sont en train de se dire, tiens, si on faisait un Fab Lab sur un territoire et dans un centre social. Je ne sais pas si vous connaissez les centres sociaux, mais enfin, c'est quand même un nid de chevelus, babacool, enfin voilà. Peut-être qu'ils vont transformer cette représentation, puis cette représentation, elle se transforme avec du bricolage, ancré dans le territoire, puisqu'on voit apparaître des machines à coudre dans les Mauges, hein, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, dans un territoire ancré dans le tissu, hein, voilà, c'est pas les chaussures, etc., etc. C'est pas un territoire, neutre. Et j'ai mis bricolage avec un S exprès, et de bricolage en bricolage, de Repair Café en Repair Café, on voit arriver ce Fab Lab qui est le bocal, qui nous a été présenté tout à l'heure dans un bruit indescriptiblement sympathique, avec tout un tas de gens, finalement comme une nouvelle norme d'usage du Fab Lab sur un territoire ancré. Et celui-là, comme le précédent, va transformer l'image du Fab Lab. Je vous rappelle que les Fab Labs viennent du MIT, que d'habitude, un Fab Lab, c'est rempli d'ingénieurs boutonneux qui n'acceptent même pas les filles, le tout adossé à une école d'ingénieurs. C'est exactement ce que j'étais en train d'essayer de vous faire passer, c'est qu'il faut saisir finalement les représentations, mais par l'action. Enfin, je suis en train de théoriser quelque chose que vous faites. Je suis pas en train de vous proposer une ligne d'action. C'est juste que ça permet un peu de réflexivité et qu'effectivement, à chaque fois qu'on manipule des robots, à chaque fois qu'on manipule de la 3D, etc., on va chercher un certain type d'imaginaire. Certains sont adaptés au territoire. Les machines à coudre, c'était vraiment adapté à ce territoire-là. D'autres le sont beaucoup moins. Il y a tout un tas de Fab Labs portés dans certaines villes qui commencent par un P, qui finissent par un L, qui sont la capitale de la France, mais que je ne citerai pas, qui disparaissent à toute vitesse parce qu'ils ne sont pas sur le territoire. Je vous rappelle quand même que la mairie de Paris a réussi à supprimer quasiment une bonne partie de ces espaces publics numériques au profit de bidules qui ont des noms divers et variés, avec de magnifiques anglicismes comme lieu de coworking, enfin vous entendez tout ça, voilà. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Alors pourquoi j'ai mis Chemillé et Concordia, même combat? Parce que je vous le donne en mille, l'endroit qui me fait le plus penser à Chemillé, c'est la petite université anglophone de Montréal. Oui, mais de quoi il parle? Dans la petite université anglophone de Montréal, ils ont décidé de mettre les ingénieurs et les artistes en même temps. Et le seul gros Fab Lab universitaire que je connaisse où il y a un métier jacquard, des machines à coudre, tout un tas de gens qui font de la découverte du tissu traditionnel indien, etc., en même temps qui font des tissus électroniques, qui utilisent finalement le tissu pour faire de la recherche et de la création, c'est Concordia. Donc je pense que ça vaudrait le coup de faire une délégation des Mauges à Concordia. Première proposition de collaboration. Alors, je voulais juste revenir sur quelque chose, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'étaler. Mais dans l'approche que j'ai des technologies numériques, les usages se construisent en normes avec 3 processus. Et comme vous en parlez beaucoup, un processus qui est un processus important, c'est le bricolage. Donc il n'y a, c'est pas les libristes qui vont me dire le contraire, il y a dans les cultures numériques une pratique, consubstantielle du bricolage. Une partie de la programmation, c'est de l'essai-erreur. Une partie de la programmation, c'est du bricolage. On nous dit toujours le contraire. Mais effectivement, et là vous développez énormément de bricolage et vous voyez bien que ça a un vrai rapport avec l'éducation populaire. Le deuxième, c'est la partie création. Je passe assez vite dessus, c'est pas le cœur de mon propos. Le troisième, c'est le braconnage, mais je vous en ai parlé ce matin. Donc, je les ai mis aussi pour vous les laisser et puis que ça prenne un peu de sens après. Alors,
revenir peut-être sur le sujet le plus au cœur de vos activités, la question de la médiation numérique. Donc dans le bouquin sur la médiation numérique, sur la fracture numérique, on m'avait beaucoup posé la question de finalement, par rapport à d'autres aspects techniques, quelles sont véritablement les caractéristiques des cultures numériques. C'était écrit en 2011, il n'y avait pas encore la massification totale des réseaux sociaux, mais je pense que ça tient encore un peu la route. J'avais emprunté à Serge Tisseron, qui avait analysé l'image dans un bouquin qui s'appelle « Psychanalyse de l'image », l'idée que l'image avait d'autres pouvoirs que le pouvoir de représentation. Elle a un pouvoir d'enveloppe, l'image, et elle a un pouvoir de mémoire. Je m'étais dit quels sont véritablement les pouvoirs des technologies numériques. Il s'avère que quand on fait de l'anthropologie, on cherche toujours les mythes, les rites qui descendent des mythes, et quelles sont les tribus qui utilisent les mythes qui descendent des rites. C'est un peu, voilà, là ça renvoie à Babacool, le machin. Bon, c'est pas ça l'important. L'important c'est quels sont ces pouvoirs. Le premier pouvoir des cultures numériques, on va dire ça aujourd'hui, pouvoir des usages, c'est le pouvoir de renforcement. On n'arrête pas d'en parler, on est pour, on est contre. Il y a bien des années, on était Mac ou PC. Ah, mais il me semble qu'il est encore... bon. On peut être comment dire, ayatollah du libre ou complètement fasciné par... ou dictateur des GAFA. Allez, je te fais un truc dans les deux. C'est excessivement difficile d'avoir des représentations distanciées de sa propre expérience, qui plus est quand sa propre expérience est à longueur de temps matraquée par, on va dire, le marketing technologique, etc. Donc le premier pouvoir des usages est un côté obscur de la force, est un pouvoir dangereux, celui de nous pousser à prendre position tout le temps. Les réseaux sociaux en ont fait leurs règles. J'aime pas. Hein ? Ou il y en a certains qui aiment moyen, enfin ils ont introduit des... Mais vous voyez bien, on nous pousse à longueur de temps à être pour. On pousse des gamins à imaginer qu'ils vont acheter dans Fortnite, le dernier jeu vraiment à la mode, qu'ils vont aller acheter des vêtements ou des pouvoirs financiers. C'est-à-dire que le sens même du jeu, la gratification par l'activité du jeu, va être biaisé par le fait d'être riche ou pauvre. Ils ont 6 ans, ils ont 7 ans, ils ont 8 ans. Enfin, on est où ? Vous voyez, on est quand même quelque chose qui est très important. Deuxième pouvoir qui est très important aussi, qui est, on va dire, le pouvoir gris, pour renvoyer à Gandalf, le pouvoir qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, c'est le pouvoir de dévoilement. Je travaille dessus depuis très longtemps. Le pouvoir de dévoilement, c'est quoi ? En activité numérique, mais je pense que tous les médiateurs numériques qui sont dans la salle connaissent ça, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un environnement numérique, à chaque fois qu'on fait une action, alors les promeneurs du net en ont fait un boulot en fait, mais à chaque fois qu'on fait une action en atelier, une initiation, on nous montre quelque chose. Enfin, les personnes avec qui on travaille nous montrent quelque chose d'elles-mêmes qu'elles ne montreraient pas en situation non médiatisée. C'est-à-dire, en dehors des ordinateurs, il y a, on va dire, des manques, des souffrances, des niveaux d'illettrisme, des origines culturelles fragiles, etc., etc. Ce qui veut donc dire que ce pouvoir de dévoilement, il ne fonctionne que si on est en position de médiation, d'accompagnement, et que cette position de médiation et d'accompagnement, c'est une vraie activité qui nécessite une formation, même si elle n'est pas uniquement dans le métier de médiateur numérique. On va dire, les travailleurs sociaux qui ont, par exemple, à accompagner l'accès aux droits des plus démunis, ils vont voir tout un tas de choses se développer à côté d'eux, ou pas. Quand je dis ou pas, c'est que c'est de votre responsabilité, en fait. Alors, je vous donne une situation que vous devez traverser souvent aujourd'hui. Une des lignes de front du pouvoir de dévoilement, c'est le 4e âge. L'e-administration, la numérisation de l'ensemble des services publics est telle que, à partir du moment où on perd ses droits parce qu'il y a Alzheimer, parce qu'il y a rentrée en EHPAD, parce que, etc., il faut qu'on se rappelle
des codes de l'ensemble de son système administratif, le code Adélie, la sécurité sociale, prouver l'origine de la retraite, prouver l'origine de la retraite du mari défunt, etc., etc. J'ai plein de travailleurs sociaux, particulièrement les assistantes sociales ou les conseillères ESF, qui sont en train de chercher dans des familles plus ou moins éclatées qui n'existent pas, l'identifiant et le code, à noter le nom des gens, à les mettre dans leur téléphone pour s'en rappeler, tout en sachant pertinemment qu'elles n'ont pas le droit de faire ça. Vous voyez le niveau, on va dire, d'injonction paradoxale qui fait exploser finalement un métier. Enfin, je veux dire, à être dans des conditions comme ça, c'est pas possible de travailler. Donc le pouvoir de dévoilement, je vais pas vous raconter tout. C'est probablement celui qui m'a fait basculer quand je suis revenu d'Amérique du Nord au début des années 80. Ça marchait aussi avec les TO7 et les ordi. Enfin, cette fonction miroir de l'écran et cette position d'accompagnement par-dessus l'épaule, juste à côté, etc., a un vrai pouvoir de dévoilement. Et puis, j'ai un doctorant qui a fait une thèse il y a quelques années, Michael Lemintec, qui a fait une thèse il y a quelques années sur les espaces publics numériques en Bretagne. Il racontait comment les chômeurs, c'était le moment de la numérisation de Pôle emploi, comment les chômeurs de longue durée, les chômeurs en grande difficulté allaient demander de l'aide dans les EPN parce qu'ils se sentaient stigmatisés à Pôle emploi lui-même, où il y avait finalement, vous voyez, tous les métiers sont concernés à la hauteur d'eux. Après, voilà, quand je vous parle du pouvoir de dévoilement, j'ai quelques collègues psy qui sont vraiment en train de travailler sur le fond projectif, etc. Mais on en parlait tout à l'heure avec les promeneurs du net. Assez souvent, les gamins oublient qu'ils sont sur les réseaux sociaux et vont dévoiler des choses de leur propre famille qui peuvent être, très importants pour l'accompagnement. Troisième pouvoir, le pouvoir de lien. Ça, c'est le vieux truc des technologies, c'est le village planétaire. En fait, les cultures numériques fonctionnent en tribus, et je reviens sur merci les babacools, peu importe comment on appelle la tribu, mais c'est des tribus. Et ces tribus peuvent donner effectivement des potentialités de rentrer en relation, donc de reconstruire de l'estime de soi, de reconstruire du lien social, y compris à des gens qui ne font pas partie de la tribu. Et ça, c'est à vous aussi de le mettre en scène. C'est exactement ce que vous avez fait à Chemillé, ce que vous faites dans un certain nombre de pratiques dans les centres sociaux, ce que vous allez faire d'une autre manière dans les MSAP. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Il y a, dans le mode d'accompagnement à l'administration électronique, il y a aussi une manière de déculpabiliser les gens, ne serait-ce qu'en leur racontant que c'est normal, puisqu'il n'y a que 85% de la population qui est équipée, connectée, qu'il y a plein de pays du monde où ça ne se fait pas comme ça, que pour le moment c'est très difficile, mais qu'en aucun cas c'est de leur faute. En aucun cas, ils sont nuls. En aucun cas, c'est pas bien de perdre ses papiers. Vous voyez, on est vraiment dans cette logique où charge à nous aujourd'hui, les réseaux sociaux, les GAFA font l'inverse, charge à nous aujourd'hui de reconstruire les tribus. Donc l'idée peut-être de la médiation numérique en centre social, c'est de lutter contre le pouvoir de renforcement. Il n'y a guère que l'éducation populaire qui fait ça correctement, me semble-t-il. Lutter contre les préjugés, échanger. Je ne sais plus, c'est avec toi qu'on parlait de la science tout à l'heure, des associations qui militent pour ça, pour l'information scientifique et technique, et la culture. Vous voyez qu'on parlait des valeurs ce matin, il est assez clair que vous avez de sacrés leviers. Le pouvoir de dévoilement, c'est la question de la médiation culturelle numérique. Je veux dire, depuis la création des centres sociaux, depuis la création des MJC, depuis, on va dire, l'éducation populaire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la question de la médiation numérique, ça rime à la question de la médiation culturelle. Ce sont des cultures numériques qu'on veut passer aujourd'hui. C'est pas juste des instruments et des numéros d'inscription sur des... Voilà, donc là encore, je reviens sur valeurs communes, etc. Le troisième, arrêtons de nous bâcher nous-mêmes. Tout le monde nous dit mais l'avenir sera coopératif ou ne sera pas. Travaillons en coopération. J'adore quand ces grands groupes industriels qui font des open space immenses et dont les collègues disent qu'ils ont perdu tous leurs repères, qu'ils en ont marre du harcèlement, que les sollicitations mail, etc. permanentes, c'est impossible. Vous savez très bien que coopérer ne peut pas se faire sous injonction.
Et s'il y a un secteur qui sait le faire, c'est bien l'intervention sociale et l'éducation populaire. Donc, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que j'aimerais qu'on débatte et puis peut-être que tu peux peut-être commenter parce que je pense qu'il y aura des choses qui vont être liées. Ça, c'est Capacity. C'est ce que je vous ai dit un peu de manière pas très structurée tout à l'heure. Donc, je me rattrape. Voilà. L'idée, c'est que l'empowerment est probablement une rencontre qui dépasse le niveau intersubjectif. Quand on dit intersubjectif, c'est de quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Parce que ces intersubjectivités-là avec les environnements numériques ne sont jamais vraiment neutres. Je viens de vous parler du pouvoir de renforcement. Tu n'as pas arrêté de parler de confiance, de tiers de confiance. On peut parler d'estime de soi ou de mésestime de soi. J'ai découvert avec le travail que j'ai fait en milieu de semaine à Narbonne avec les gitans, le degré de mésestime d'eux-mêmes qu'ont les gitans collectivement sur ces territoires. L'empowerment, il a vraiment besoin de s'arrimer dans un collectif, que ce collectif se déploie dans des environnements facilitants, et ça, c'est notre boulot. Le collectif, ça se met en musique, mais on n'est jamais sûr que ça fonctionne. Mais ce qui est notre boulot, c'est des environnements facilitants, ancrés sur des territoires spécifiques. Je reviens sur le bocal et la tradition textile du territoire, là où la mer, sur le même type d'initiative se provoque à Lorient, là où les moutons et autres choses vont avoir du sens. Alors, si vous avez occasion, allez regarder l'annuaire du décrochage scolaire. C'est les collègues du CEREC de Caen qui ont fait ça. C'est terrifiant. Ils ont juste pris toutes les données INSEE des territoires, démographie, transformation industrielle, etc., etc. Puis à la fin, ils ont plaqué la carte du décrochage scolaire. Tous les territoires maltraités sont les premiers à avoir du décrochage scolaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vachement difficile d'investir l'école quand la seule image qu'on ait, c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père mineur dans le Nord, mais que le père lui-même a jamais vraiment été mineur, ou un petit peu, mais qu'il a passé sa vie au chômage, et qu'il n'y a pas d'autre image d'identification, puisqu'il n'y a plus de mine du tout. Vous voyez, on doit imaginer que les territoires sont maltraités, et donc que la réaction vient du territoire. Tu as beaucoup parlé de valeurs, je pense que c'est vraiment essentiel. Donc, premier message, l'histoire des territoires. Deuxième message, la question des valeurs. Moi, j'appelle ça l'alignement axiologique. C'est mieux, hein? Oh, ouais. Chacun son... Hein, bon. Ça, c'est pour qu'on le rappelle après pour avoir l'explication une deuxième fois. Voilà, l'alignement axiologique, ça veut dire le partage des valeurs. Le partage des valeurs dans les territoires. Je ne vais pas vous développer tout ça. Ça, c'est le travail de modélisation des parcours d'appropriation. Il y a deux éléments essentiels pour vous. C'est que les parcours d'appropriation ne tiennent que si, on va dire, ces quatre phases-là sont tenues par les mêmes valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre ministre de l'Éducation nationale, Payon, lance la refondation de l'école, il lance des expérimentations, il mobilise les enseignants dans les collèges connectés, il commence à y avoir un semblant d'alignement axiologique au sein même de l'éducation nationale. Quand Najat et François Hollande décident, un an après, de faire le fameux plan tablette au 5e, ce qui m'avait valu un bel article, un bel énervement dans Le Monde qui s'appelait « Le coup de tablette magique », qu'est-ce qu'ils font? Ils disqualifient tout ce qui a été fait avant. Tout le monde, personne n'a besoin de distribuer des tablettes au 5e. Pourquoi au 5e, pas au 6e et au 4e? La plupart des enseignants disent qu'ils ont besoin de matériel adapté à leur propre projet. Certains ont besoin de tablettes, d'autres ont besoin d'ordinateurs, d'autres ont besoin de tableaux blancs numériques et d'autres n'ont absolument pas besoin de technologie. Ils ont besoin de classes et ils ont besoin de ciel. Donc clairement, l'alignement axiologique vis-à-vis de l'État, du moins en France, c'est très compliqué.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ramener sur les territoires et dans les fédérations et entre le président et les salariés cette question de l'alignement axiologique. C'est comme ça qu'on crée ce que toi tu vas appeler des tiers de confiance. Ton vocabulaire était aussi très très éclairant tout à l'heure. Il y a comment dire, la question de la lisibilité, il y a la question de qui arrime finalement ce tiers de confiance. Pour moi, le succès du bocal, c'est aussi qu'il est dans un centre social et que le centre social en tant que tel est un tiers de confiance qui permet de faire une expé. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. Il aurait été arrimé ailleurs, son trajet aurait été complètement différent. Voilà. Et la deuxième chose qui est vraiment importante, tout le monde se gausse d'autonomisation et de construction. En gros, c'est pédagogie de projet, machin, bidule. Je ne vais pas développer ça. Sauf que moi, je viens de l'éducation spécialisée et je sais que personne ne vient spontanément demander de l'aide. Donc, il y a une première phase dans les parcours d'appropriation, c'est rassurer les gens. C'est ce que j'appelle la phase amorce. Et que vous les rassuriez parce qu'ils ont des papiers à faire ou parce que vous proposez une activité robotique, on s'en fout du moment que vous les rassurez. Et la deuxième chose pour les garder, c'est vraiment installer la confiance. Et installer la confiance, ça se fait là dans un collectif arrimé, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je voulais juste me livrer, et j'arrêterai là après, à deux, comment dire, un peu propositions d'analyse rapide que je viens de faire et qui n'est pas encore sèche, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai entendu l'intervention sur les promeneurs du net et il s'avère que j'avais regardé d'un peu loin ce qui se passait en Manche au tout début. Pour moi, les promeneurs du net, c'est une excellente idée. Je me rappelle que la prévention spécialisée a commencé à ouvrir des comptes Facebook parce que les gamins n'étaient plus dans la rue ou dans les cages d'escalier. Mais que la prévention spécialisée va faire la même chose que les promeneurs du net. C'est ce qu'eux appellent l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire que finalement, on accueille les gamins où ils sont, dans la situation où ils sont. On pourrait appeler ça du travail social augmenté ou de l'animation augmentée. C'est ce qui se passe dans les promeneurs du net, puisque pour ceux qui n'ont pas assisté ou qui ne connaissent pas le dispositif, les jeunes s'inscrivent eux-mêmes volontairement, tout en sachant que le promeneur du net, c'est un adulte, il est identifié, etc. Comme le font les clubs de prévention. Ils ont des pages Facebook marquées club de prévention ou permanence d'heures. Enfin, ils ont vraiment des pages Facebook professionnelles. Comme tous les gamins oublient très très vite qu'ils sont sur des pages Facebook, vous voyez la puissance du pouvoir de dévoilement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, vous voyez des alertes sur des situations familiales ou sociales ou scolaires qui peuvent être importantes. Avec cette idée de respect du parcours individuel, c'était ta question qui m'a permis de réinsister là-dessus. Par fonction, les adolescents ont besoin de se construire la socialisation secondaire en dehors du regard des parents. Mais les adolescents ne sont pas tous matures au même moment et surtout, ils sont tous préadolescents avant. Et tous les travaux sur adolescence et préadolescence démontrent que pour aller en gros, s'expérimenter avec les pairs, s'expérimenter avec le club de foot, s'expérimenter avec l'école de musique ou s'expérimenter sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut une assise. Et cette assise, c'est plutôt la préadolescence. Et là, les parents ont de l'importance, mais si les parents ne sont pas là, tous les adultes de référence ont de l'importance. Et donc, ça explique bien peut-être pourquoi ça marche, les promeneurs du net. C'est que finalement, il y a encore des gamins qui se disent c'est peut-être pas aussi safe que ça. Enfin, faut peut-être se méfier un petit peu. Et effectivement, ces réseaux sociaux ont une puissance de stigmatisation, ils sont émancipateurs d'une part, mais peuvent être aussi très destructeurs. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toi qui l'as dit, c'est la question de l'écosystème d'accompagnement. Il n'est absolument pas question de... Vous savez que tous les promeneurs du net sont des professionnels, sauf qu'ils ne sont pas les professionnels de tout. Et donc, le fait qu'il soit la porte d'entrée d'une alerte, d'une détresse, etc., ça vous oblige, ou ça oblige l'écosystème à savoir qui est-ce qui s'occupe du sida sur le territoire, qui est-ce qui s'occupe de la toxicomanie sur le territoire, qui est-ce qui est spécialiste en illettrisme, ou voilà, quels sont les psys du coin, des fois que, et on se retrouve quand même avec un écosystème dont finalement, assez souvent, le numérique ou l'expérience démontre qu'il n'est pas aussi clair que ça. Il y a toujours un travail de repérage à faire assez souvent.
la question de la formation et de la régulation entre pairs. Les promeneurs du net s'auto-régulent et font de la formation, éducation aux médias et à l'information, culture numérique et formation technique sur les réseaux sociaux numériques. Donc je trouve que le dispositif est pas mal. Et puis la nouvelle, c'est que si je vous parle de ça, c'est qu'on est en train d'essayer d'en faire un bout d'évaluation. Donc je vais juste redémarrer l'évaluation nationale des promeneurs du net. Et donc je reviendrai à un autre épisode. Non, pas forcément, mais vous aurez des infos sur courant 2019. Et je voulais vous parler d'autre chose avant de conclure sur le grand méchant loup. C'est l'expérience des MSAP. Et on a une expérience particulière en Bretagne. On a mis en place ce qu'on appelle des living labs, des endroits où les chercheurs rencontrent les acteurs. Et notre dernier né, c'est le Lab Access, qui est le living lab du social. On en a un pour l'éducation nationale, on en a un pour l'enseignement supérieur, et là on est en train de mettre en place un Living Lab social. Ça démarre toujours par une micro-expérimentation. On avait commencé par le premier collège connecté pour l'éducation nationale. On est dans 47 établissements aujourd'hui. Il y a 6 ans d'histoire. Je vieillis trop, je ne me rappelle plus les dates, mais il y a 6-7 ans d'histoire entre les deux. Mais vous voyez que quand ça marche, ça peut faire des petits et ça peut émailler des territoires à l'échelle d'une région quand même. Pour l'éducation nationale, on est sur l'ensemble du territoire breton. Là, on est sur la fin de l'expérimentation avec le montage d'une MSAP dans un territoire rural, qui est la commune de Saint-Main-le-Grand, avec une équipe projet coopératif composée par l'ensemble des acteurs, y compris les institutionnels. La MSAP n'était pas construite, le choix du lieu n'était pas fait. Bref, ils sont partis de l'idée de la MSAP, et donc il y a 2 ans maintenant, et au lieu de faire, on va dire, un travail en vase clos avec les institutionnels et avec les professionnels, des fois le dialogue entre les institutionnels et les professionnels n'est pas aussi simple que ça, Ascoria a monté des séminaires réguliers, des séminaires Lab Access, avec une rencontre de chercheurs dont je suis, mais je ne suis pas le seul. Il y a aussi Pierre Mazet de l'Odénor, qui est le spécialiste français du non-recours. Donc, vous voyez, on est vraiment sur le sujet. On s'est posé énormément de questions, par exemple sur les publics invisibles. Si la MSAP a du sens, c'est bel et bien d'arriver à attirer les publics que les autres institutions n'attirent pas. Ça veut dire où est-ce qu'on la positionne, comment on mobilise ces publics invisibles, enfin, etc., etc. C'était vraiment, vraiment très, 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 très intéressant. Et ça va déclencher donc un champ de recherche probablement chez les Marsouins. Et c'est connecté à un projet de lab au niveau du département 35 sur l'intervention sociale globalement, un peu avec le même modèle. Et la région a mis l'année dernière en place un T-Lab, c'est-à-dire un laboratoire d'expérimentation sociale, là encore avec le soutien Marsouin. Donc la deuxième peut-être annonce, c'est que comme Marsouin est en train d'aborder les labos ligériens, il y a peut-être quelque chose à faire sur votre territoire avec les labos locaux. Alors moi, je suis totalement disponible pour filer un coup de main, mais il y a des gens à Nantes, il y a des gens à Angers, il y a des gens au Mans qui, à mon avis, seront très intéressés par ce genre de choses. Vous avez déjà une expérience d'accueil de stagiaires ou de doctorants. Tout ça s'organise, tout ça s'installe avec le temps, mais l'idée d'avoir finalement des focales, vous savez bien, une des grandes injonctions du travail social ou de l'éducation populaire, c'est le temps de l'évaluation. On a toujours l'impression de ne pas être crédible et on a toujours l'impression qu'on va nous bouffer nos budgets. Confiez ça aux chercheurs. Confiez ça aux chercheurs. C'est simple. À partir du moment où c'est confié à un tiers, là encore on est dans l'histoire de confiance, le chercheur, son boulot, c'est pas de dire si les critères du chef de service un tel ou un tel est bon, c'est de dire est-ce que le dispositif est efficace, quitte à dire que les critères de tel ou tel chef de service sont pas bons. Tu vois, donc voilà, il y a probablement un truc. Je vais finir là-dessus. Le risque, il est là après. C'est-à-dire que contrairement à, je ne veux pas plomber l'ambiance en fin d'après-midi, mais il y a des acteurs nouveaux qui s'intéressent directement à nous, et puis pas des petits, à Google en particulier, puisque vous devez connaître cette petite entreprise. Alors je vous signale que depuis que je les embête, ils ont retiré tous les logos de Google sur WeTakeCare et Emmaüs Connect. Tu te rappelles la réaction de la collègue, je ne sais plus où on était, mais enfin avec les bibliothèques. Au Bibliopôle, oui. Ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, et c'est
l'inverse, c'est la réponse inverse que j'ai fait aux collègues de ce matin sur nous sommes des entrepreneurs et particulièrement des entrepreneurs de morale. Qu'est-ce que je trouve insupportable dans le social business? C'est pas qu'ils aient des attitudes, on va dire, d'entrepreneurs. C'est pas cette histoire, on oppose l'associatif à l'entreprise, etc., etc. Non, c'est qu'ils utilisent Google. Ça s'appelle Emmaüs Connect quand même. Hein? Moi, demain, je vais monter une boîte qui va s'appeler Sœur Teresa virtuelle et je manipule le pauvre abbé Pierre. Voilà. Et en fait, il se retrouve avec... On pose un diagnostic, il y a 5 millions de pauvres, ils sont tous en dehors du coup, et on a la solution, la même pour tout le monde, alors que tous les travaux de recherche et toutes vos expériences démontrent que ce qui va se passer dans une MSAP est différent de ce qui va se passer dans celle d'à côté, ce qui se passe dans un centre social est différent de ce qui se passe dans le centre social d'à côté, et que toutes les réponses doivent être des réponses contextuelles. Alors, je vous conseille, si vous avez occasion, j'ai fait ça avec les intervenants sur les... qui travaillent avec les gitans. Donc j'ai fait ça. Ils sont tous sortis super bons. Ça, c'est les bons clics. Voyez. Donc c'est la production de Emmaüs Connect. Rappelle-moi comment t'appelles ça, toi? Tes clics, ils sont comment? Voilà. Lui, il a un truc qui s'appelle à portée de clic. Voilà. Eux, ils nous proposent les bons clics. Vous voyez la nuance ou pas du tout? Donc, les bons clics, c'est si vous voulez, pour un chèque de 80 000 euros, vous avez telle prestation, pour un chèque de 120 000 euros, vous avez une autre prestation, et pour le chèque de 220 000 euros, vous avez la totale. Je vous passe les détails, c'est pas à moi de vendre, voilà. Mais je vous conseille d'essayer, parce que ce qui serait bien, c'est que vous essayez celui-là, puis vous essayez celui-là après. PIX, c'est un nouveau dispositif d'évaluation des compétences numériques, mais transversal. Alors, sur celui-là, on a fait la même expérience. Les collègues étaient sur une échelle de 6, ils étaient à 2 ou 3. Alors là, tout de suite, oh mince, c'est compliqué. Bah oui, parce qu'ils n'avaient jamais essayé de trouver l'origine d'une photo. On a un mal de chien à savoir ce qui est la vérité ou pas la vérité sur Internet. Trouver quelqu'un qui a modifié une page Wikipédia, c'est pas aussi simple que ça, etc., etc. C'est-à-dire qu'en gros, Pix, qui n'est pas encore tout à fait au point, mais moi je vous le conseille vraiment, ou moins en tant qu'expérience personnelle, vous faites les bons clics et Pix, vous allez vous rendre compte que là, vous êtes comme tout le monde, moi y compris, une quiche en ce qui concerne les différents domaines, ce que tu disais en tant que membre du conseil d'administration, machin, mais voilà, on n'est pas omniscient sur tout. Par contre, si vous faites ça, vous allez vous passer pour un génie, et en fait, ça, c'est bon pour les pauvres, quoi. Voilà, on est là-dedans. Sachez qu'ils vendent ça en le faisant passer aux élus, quand même. Et vous voyez, hein, c'est quand même un sacré truc. Et juste pour dire, là, ce service a été vendu au département de Mayenne, au niveau du tertiaire. Le département de Mayenne l'a utilisé pendant 1 an. Au bout de 1 an, 31 décembre, là, ça s'arrête. Alors, je te regarde parce que tu es plus au courant que moi à Nantes de ce qui s'est passé, je pense. Du coup, 31 décembre, ça s'arrête en Mayenne. Donc, ils ont demandé aux structures type La Folle, etc., avec de l'enseignement, qui faisaient ça avant. Ah, mais du coup, on n'a plus de budget, mais ça serait bien de continuer ce qu'ils ont fait, Emmaüs. Parce que c'était bien, mais par contre, on n'a plus de budget. Donc voilà, ils ont défriché un petit peu le terrain. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Il faut reconstruire de la validation numérique en Mayenne. Et maintenant, 31 décembre, ça s'arrêtait donc en Mayenne. Ils ont eu un appel à projet avec le département du 44 pour commencer le 1er janvier jusqu'au 31 décembre prochain. Je dis pour la Vendée, pour le Maine-et-Loire et pour la Sarthe, attention, parce que s'ils vont de département en département, c'est certainement mieux. Ils vont de département en département. Ce que j'ai oublié de dire, et tu fais bien de me le rappeler. En fait, on ne connaît pas, nous. C'est ça qu'elle ne comprend pas, c'est pas bien dans ça. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème, il faut aller voir. En fait, Emmaüs Connect, c'est exactement ça. C'est une start-up sociale qui se revendique comme une start-up sociale, qui dit il y a 5 millions de pauvres. On va vous fournir un outil gratuit en ligne. Je vous rappelle que si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, qu'on soit bien clair.
Je vous laisse une petite vidéo pour comprendre comment fonctionne le cité gratuit, c'est toi le produit. Donc, en fait, si c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose, il est vraiment, on va dire, dans l'arrivée de ces grands groupes numériques, c'est que ce sont des armées de sauterelles. C'est-à-dire que Emmaüs Connect ne travaille jamais avec les territoires. Emmaüs Connect ne veut pas travailler avec les fédérations, etc. Quand ils arrivent par le haut avec les élus, ils proposent le produit gratuit. Oh là là, il est bien ce produit gratuit. Et vous proposez quoi? Vous proposez 6 ou 8 personnes représentant les différents courants, dont mon ami en face, qui viennent les uns et les autres parler de leurs différents territoires, etc., etc. Bon, certains sont barbus chevelus, voilà, etc. Les élus se retrouvent nez à nez avec la réalité du territoire et la réalité de l'intervention sociale, du monde associatif, etc. C'est une espèce de logique de franchise, en fait. Une logique de marketing. Ce sont des prédateurs, ces gens-là. Et la différence entre faire de l'entreprise... Alors, j'ai plein de copains qui montent des boîtes, qui font des trucs, etc. Ça ne me pose aucun problème. Mais faire de l'entreprise, être entrepreneur et faire ça... Tu disais que ça passait très bien avec les entreprises locales. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils vendent de l'image. À Rennes, Emmaüs Connect s'occupe des pauvres qui ne vont pas dans l'atelier Google. Mais ils s'en foutent, puisque de toute façon, ils s'occupent des pauvres virtuels. Donc, ils s'en foutent. Vous voyez, c'est des prestataires qui descendent, c'est des coachs, comme ce que je disais ce matin. On peut juste dire que l'outil, ça sert à évaluer les gens. Oui, c'est-à-dire, nous, on a vu ça dans notre CAF. Ils ont créé un questionnaire. C'est 3 questions à l'accueil pour savoir si les gens savent utiliser le numérique ou pas. 3. Donc, et c'est ça en fait. Là, ils vendent quelque chose qui est avec une évaluation approximative et qui donne un résultat où finalement, il faudrait juste faire 3 heures de formation à des personnes. Et mettez le lien avec le programme Majoubi et des chèques formation en prescription. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, si l'outil d'évaluation c'est ça, on va dire aux gens, bah, mais avec une journée de formation, vous allez vous en sortir, nickel. Ce qui n'est pas du tout ça, puisque l'évaluation en fait, elle est tronquée dès le départ. Voilà. Donc en fait, en discutant avec la CAF de Maine-et-Loire, ils nous ont clairement dit, bah oui, il y a une société qui arrive qui nous dit il y a 500 000 personnes que l'on a à la CAF. Il y a une société qui arrive en disant ces 500 000 personnes, on vous assure, sur un an, on vous les met à savoir utiliser le numérique. Et savoir utiliser le numérique, pour eux, c'est ça, c'est répondre aux questions. Mais la CAF, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est génial. Oui. Alors que, en fait, sur les territoires, ceux qui font du développement social local, ben nous, on va territorialiser la réponse et on ne va pas être un seul acteur et on va devoir répondre différemment et forcément ça va être plus complexe pour la CAF alors que là il y a une seule personne qui va répondre et ça va se déployer sur l'ensemble des territoires. Donc sur l'ensemble des territoires ça arrive pour cette personne et là nous ça prend le travail des espaces publics numériques et les financements, c'est les mêmes. Et les financements et du coup sur les territoires, à Bordeaux surtout, ça a été une catastrophe. Absolument. Pour l'ensemble des espaces publics numériques parce qu'ils n'ont pas pu se reconstruire ensuite. Il nous reste peu de temps. Oui, j'ai fini. En gros. Un peu de temps, Laurent, quand même. Voilà, juste, je vous mets ça. Il y a plein de ressources dessus, des vidéos, des machins, etc. Puis je voulais juste finir là-dessus. Ça, c'est Pascal Plantard vu par Amazon. Mon livre est épuisé. Et il y a quelques semaines, j'ai une jeune assistante sociale en formation qui m'envoie un mail qui me dit « Monsieur Plantard, où est-ce qu'on peut trouver votre livre parce que j'ai pas les sous pour l'acheter ?» Je me demande ce qu'elle veut me dire. Et en fait, alors là, on peut dire « Merci Majoubi ». C'est-à-dire que je vous ai dit que quand on avait publié le bouquin, la notion de fracture numérique avait disparu. Je fais plein de conférences parce que justement, ça intéresse tous les professionnels il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours, ce qui est du chèque, etc. Il y a Emmaüs Connect, tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas, donc je fais plein de conférences. Donc les gens vont chercher, ils tombent sur le bouquin, ils essayent de l'acheter, il est épuisé. Et donc l'algorithme d'Amazon me fait grimper en valeur, vous voyez. Donc je suis rendu à 1193,64 €. Alors,
Alors, moi, j'ai deux choses à vous dire là-dessus. Continuez à tenter de le commander sur Amazon. Et autrement, il est disponible en Creative Commons, en version auteur, en téléchargement libre sur HAL, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Donc, voilà. C'était juste pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre comment fonctionne tout ça. Personne n'achètera ce livre à cette hauteur-là, sauf que leurs algorithmes sont des algorithmes qui font grimper artificiellement tout un tas de valeurs, et dont la mienne, ce qui est quand même drôle. Alors, j'en ai pas la moindre idée, puisque je pense que personne n'a acheté ce livre à ce prix-là. J'ai même des copains qui m'ont dit « Ah bah le tien, il est dédicacé, je vais essayer de le vendre plus cher. » Voilà. Bon, je vais arrêter là. Merci Pascal, mais on se reverra sûrement pour la suite, mais je voudrais quand même laisser un peu de temps à Laurent. On doit tenir le timing, donc Pascal est un bavard. Puis il a plus de choses à dire que moi. Moi, c'est vrai que j'ai pas de recul de chercheur, hein, sur tous ces sujets-là. C'est plutôt du recul de pratique, hein, comme je vous l'avais évoqué ce matin. Moi, je vais avoir qu'un message à dire sur les perspectives. Notre voie, c'est le réseau, c'est le travail en réseau. Donc il faut qu'on... Alors, ce qui est très bien, c'est que ce midi, on a commencé à évoquer des pistes. Hein, même si c'est lent, il faut qu'on essaie de les poursuivre. On reste en réseau, on se donne nos contacts, on se tient au courant des projets qu'on mène et on fait des liens sur les projets qu'on mène. C'est ce que vous faites tous les jours, hein, dans vos réseaux, dans vos propres réseaux, dans vos propres fédérations. Continuez à faire ça. De toute façon, c'est notre seule issue pour faire aboutir un numérique plus éthique et plus respectueux des personnes. C'est la seule voie qu'on puisse avoir. Alors évidemment, dedans, il y a des briques, hein, il y a le logiciel libre. Encore une fois, c'est une brique, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Hein, il n'y a pas que ça, il y a le lien entre les personnes. Posez-vous la question systématiquement quand vous avez un nouveau besoin numérique. Est-ce qu'il existe un outil libre, par exemple, avant de foncer sur ce qu'on vous a matraqué depuis des années et des années. Si c'est des gens que vous souhaitez mettre en réseau sur un réseau social, que personne n'est sur un réseau social finalement, est-ce que c'est pas l'occasion d'expérimenter un nouveau réseau social respectueux? Est-ce que c'est pas le moment d'essayer Diaspora, Framasphère, etc. C'est toutes ces questions-là qu'il faut vous posiez au quotidien. Bon, après vous vous rendez à l'évidence, non, ça va pas être possible, pas cette fois, mais au moins vous commencez à prendre le réflexe de vous poser systématiquement la question de l'alternative. Et vous encouragez, du coup, à un moment donné, vous ouvrez les esprits par rapport à ça. Il y a 2 jours, j'étais avec un commercial qui me vendait. Alors, qu'est-ce qu'il me vendait à la FF? Je sais même plus parce que j'ai eu deux rendez-vous en même temps sur un copieur. Non, c'était sur le Néopost, les timbres, etc. La dématérialisation. Alors là, c'est pareil, il va falloir envoyer les factures, il faut, etc., etc. Puis à un moment donné, il me dit, vous voyez, en plus, on peut installer la petite application là qui va vous faire un pop-up sur votre écran. Mais ça, c'est sous Windows, je lui dis. Oui, c'est sous Windows. Je dis oui, mais il fonctionne sous Linux. Vous êtes bien la première personne. Oui, certes. Mais si tout le monde, à un moment donné, dans l'entretien, pose la question, ils vont se dire tiens, finalement, ça fait 5 cette fois. Peut-être qu'il va falloir commencer à développer et penser aussi logiciel libre. Voilà, c'est des petites choses. C'est pas des choses qui vont révolutionner du jour au lendemain. C'est sûr que c'est pas brillant, ça tilte pas, etc. Hein, on n'a pas, on manque parfois même si on a les compétences et encore une fois, on est souvent trop modeste par rapport à ce qu'on est capable de faire, mais en tout cas il faut penser à ces petits mécanismes là, et encore une fois c'est par le réseau, par les contacts qu'on va arriver à quelque chose, à mon avis. Voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire que ça, mais en tout cas ça me semble essentiel et vital, et il faut qu'on dépasse nos problématiques de personnes, hein. C'est vrai que c'est tellement plus facile quand on est tout seul, quand on est PDG d'une entreprise, de décider de dire on va là. C'est sûr que le collectif ça prend du temps, mais il faut l'investir, hein. C'est sûr, hein, quand on va au CRAGEP, quand on va au mouvement associatif, qu'on représente notre fédération dans ses coordinations, on a l'impression parfois de perdre du temps, que c'est pas efficace, etc. Mais on est sur du long terme, on est sur des choses qui se construisent dans le temps, et puis c'est là aussi qu'on désamorce les problématiques interpersonnelles, et puis qu'on peut passer à autre chose, et puis qu'on peut faire du collectif, quoi. Donc voilà, le collectif, je crois à ça. Merci. On va profiter des dernières minutes peut-être. Est-ce que vous avez des questions particulières à poser, ou à Pascal ou à Laurent, avant que nous nous quittions?
Mais il faut qu'on apprenne ça. C'est-à-dire que là, le Huffington Post, vous voyez bien, enfin, Google et Emmaüs lancent une start-up, c'est clair, c'est net, c'est précis. Moi, j'ai pas de problème pour travailler avec la Fondation AFNIC, qui développe un gros programme sous la tutelle de la Fondation de France. Je fais partie du CS, du Conseil scientifique. Voilà, avec la responsabilité sociale d'entreprise, avec les grandes fondations. J'ai pas de problème pour travailler avec la Fondation Orange, si c'est la responsabilité d'entreprise. Si c'est Orange qui vient me recycler et qu'il faut distribuer tous les goodies et les machins, la réponse c'est non. Voilà. Et je pense qu'on a beaucoup de mal à défendre le service public et la délégation de service public sur lequel les associations sont. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est là où on recule qu'ils se mettent. Ma collègue Agnès Van Zanten a fait un travail sur le 9-3 sur sociologue je sais plus, au CNRS, sur les pratiques de coaching scolaire, les prépas pour les grandes écoles privées dans le 9-3. Plus les familles sont populaires, plus elles y adhèrent. Ça veut dire que et en même temps, elle faisait le travail sur les conseillers d'orientation. Les conseillers d'orientation du 9-3 disent aux gamins du 9-3, vous resterez dans le 9-3 et faites des études techniques. Donc ils vendent du rêve. Il faut qu'on apprenne à vendre du rêve. Enfin, il y en a du rêve là. Et puis ça, c'est du rêve. Enfin, le bocal, c'est du rêve. Donc il y a une histoire de vocabulaire. Moi, c'est bon. Je suis capable de parler leur langue. Voilà, j'ai appris leur langue. Et si c'est pour défendre mon territoire et faire redescendre des sous aux acteurs, etc., j'ai aucun souci là-dessus. Par contre, la limite éthique, c'est pas les goodies, quoi. Voilà. Et alors, c'est peut-être là qu'il y a une difficulté parce qu'on a parlé d'ADB Solidatech ensemble à midi. C'est pour ça que je te disais la question va être pour toi. C'est que il y a un peu de messages tronqués, c'est-à-dire que par exemple, les grosses boîtes informatiques logicielles ont très bien vu que le tissu associatif était un marché qui pouvait être captif s'il prenait les bonnes habitudes à temps, et donc offre des licences, tu vois. Et là, il n'y a pas besoin de goodies. Hein. C'est juste qu'on vient sur l'usage et on s'insimise. Alors comment ça, tu vois, on l'aborde, comment on peut dire attention, là, si vous rentrez dans ça. Parce que je sais que vous avez une rencontre en plus. Oui, on a eu une rencontre avec ADB Solidatech suite à une discussion sur la liste libre association de l'April. Donc ça, c'est aussi, je vous invite à rejoindre cette liste parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des sujets assez intéressants. Ça peut monter un peu dans les tours, c'est toujours intéressant. Oui, on est confronté à des structures qui sont extrêmement bien vues parce que, encore une fois, ils vont répondre à des questions sociales en lien avec des gros acteurs. Ils sont en lien avec Microsoft et ils sont relais en France pour distribuer aux associations des licences à des prix défiant toute concurrence. Enfin, là, il y a 3 jours, je vous reparlais de la licence Windows 10 Pro que je devais acheter, donc 250 € quand on prend le premier site internet, voilà. Et puis, via ADB Solidatech, puisqu'on était adhérent, c'est ça, 18 TTC, un truc du genre. Donc, alors déjà, la valeur du machin, on a du mal un peu à cerner les choses, quoi. Comment on passe de 250 à 18 €. Donc, mais c'est aussi des gens qui ont envie de promouvoir le libre. Donc, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, pour nous, l'April, ça a été très, très compliqué. Comment on fait? Est-ce qu'on s'associe à ces gens-là pour essayer de diffuser le libre au sein de ADB? Et c'est pour ça qu'on n'était même pas d'accord entre nous au sein de l'April. Ça reste compliqué. Donc on ne veut surtout pas associer notre image. Bon, on va essayer de passer par des biais détournés pour essayer de diffuser au maximum le libre, mais on tient absolument, nous, à être gardiens du temple sur la question du libre. Donc c'est pour ça aussi que parfois on passe pour des ayatollahs. Sauf qu'à un moment donné, il faut un point de repère. Il faut une référence. Et après, vous êtes libre par rapport à ce point de repère-là de dire j'atteindrai ce point de repère-là à mon rythme. Et ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Au niveau des valeurs, c'est ça qui nous intéresse. Et après, on part de là. Donc pour arriver là-bas, on va prendre du temps. C'est nous qui allons nous déterminer le temps, jusqu'où on veut aller, est-ce qu'on fait une pause, etc. C'est ça qui est extrêmement important. C'est de ne pas perdre de vue l'horizon qu'on souhaite atteindre. Je reste dans la même lignée, parce que je ne sais pas si vous êtes impacté par ce qu'on appelle les PANA, points d'appui, l'accompagnement numérique des associations. Voilà. Hello Asso, validé par le mouvement associatif et la Fonda.
Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est affiché. Hein. Je veux dire, tu lis les messages, c'est comme ça que c'est vu. Donc, est-ce que là, il n'y a pas justement un enjeu à être plutôt sur un réseau comme ça, parce que ça va s'appuyer sur nous. Hein. Enfin, on va obligé d'y être puisque voilà, parce que c'est notre relation à l'État. Tu vois. Est-ce que c'est pas des choses comme ça qu'on peut peut-être imaginer sur la promotion du livre à travers les acteurs qui seront labellisés, mais qui font ce qu'ils veulent dans leur territoire, hein, parce que c'est ça quand même la réalité. Bien sûr, il faut garder de l'autonomie, il faut laisser l'autonomie aux gens, la capacité d'aller à leur rythme. La question des réseaux mouvements associatifs, CNAGEP, effectivement, on les a déjà interpellés. Est-ce qu'ils peuvent prendre une position ? C'est compliqué pour eux. Je passe à la radio avec Frédéric Funder, qui est donc la directrice du mouvement associatif la semaine prochaine. On va l'interpeller, parce que c'est Frédéric Couchet qui mène l'émission, donc on va l'interpeller sur le mouvement associatif et le logiciel libre. Donc elle va sans doute nous expliquer qu'elle peut pas prendre position, mais c'est pareil, à chaque fois ils essayent quand même dans leurs actions de promouvoir le libre. Alors ils promeuvent les deux parce qu'ils veulent que les gens passent au numérique, mais de plus en plus ils essayent de glisser le libre. Donc nous on essaye d'appuyer au maximum cette voie-là, quoi. Je te passe, oui, vas-y. Juste pour dire par rapport, oui, c'est un peu court, je vais me mettre ici. Juste pour dire par rapport à Hello Asso, ils ont une réunion là mardi au niveau à Angers. Voilà, donc on intervient avec Michel et justement dans l'après-midi, on va présenter le chaton qu'on a créé. Donc on va présenter un espace un petit peu, si vous connaissez Framasoft, les sondages libres, etc. En ligne. Donc on va présenter ça un petit peu sur l'après-midi pendant 1 heure pour dire à travers cette réunion Hello Asso via les PANA pour la labellisation en PANA, dire voilà, il y a des outils libres que vous pouvez... c'est ça, je vous ai perdu. Pana, Playa, Maya, voilà. Et donc, non, du coup, tout ça pour dire que cette réunion là, qui va permettre d'être labellisée point d'accueil numérique aux associations, hein, du coup, on aura 1h15. Donc là, on me demande pendant 1h15 de présenter à l'ensemble des personnes qui sont présentes là comment communiquer, comment collaborer en interne via des sondages, via des pads, via de la messagerie instantanée mais libre. Via du cloud libre, comment en fait on peut collaborer ensemble avec des outils libres et gratuits et présenter ça justement au futur point d'accueil numérique associatif pour que ça se développe au sein des associations. Et en effet, l'autre jour, ils ont présenté un petit peu le PANA, Hello Asso, au mouvement associatif, etc. Ça a grincé un petit peu parce qu'en fait, les PANA, ça va remplacer plus ou moins les points locaux d'accueil aux associations, au final, qui étaient financés par l'État. Donc après, ça questionne qui finance quoi. Est-ce que c'est Hello Asso qui est une boîte privée qui va financer les points locaux? Donc est-ce que c'est les boîtes privées qui vont financer ensuite tous les points locaux, ou est-ce que c'est l'État qui va continuer à financer les points locaux numériques? Je suis pas sûr entre Hello Asso et Asso Connect. Enfin, je connais. Il doit y avoir une différence. Ouais, ok, d'accord, ok. D'accord. Hello Asso, c'est ceux qui proposent la gestion par internet, la gestion associée. Ah aussi, ouais. Du crowdfunding, c'est ça. Alors, je voulais juste. À la base, c'était ça leur. Alors, oui, alors on va finir parce qu'il est l'heure, mais il y aura sûrement d'autres temps. Une des voies sur laquelle qu'on doit viser aussi, c'est la question de la décentralisation d'Internet. Parce que actuellement, la problématique avec les GAFAM, c'est qu'ils ont toutes nos données, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc l'alternative à ça, c'est la décentralisation d'Internet. Et ce que fait Framasoft avec Chaton, c'est ça. C'est proposer des petits outils relativement simples à installer à différentes échelles, soit pour soi, soit pour un village, soit pour une association, et chacun s'occupe de ses données, et comme ça on ne les distribue pas à n'importe qui, quoi. Donc c'est ce vers quoi il faut aller. Il faut être en capacité de maîtriser ces petits outils là et puis de savoir se les installer pour soi, pour son association, pour son territoire. Voilà, ça c'est extrêmement important. Chaton, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on soutienne. Bon, on avait convenu de finir à 17h, donc on va finir cette journée. Merci, oui, bon, bah, allez-y.
Mais c'est peut-être à se mettre en lien avec Yvan ou voilà. Ça pour avoir une discussion autour du PANA. Donc voilà, déjà je vais remercier Laurent Costi et Pascal Plantard pour leur intervention. Parce que je pense que on a aussi besoin de cet aller-retour entre théorie, entre voilà, du macro, du micro et les liens qui vont se tisser entre les deux. J'espère que vous avez passé une bonne journée enrichissante, qu'elle vous donne aussi des idées ou en tout cas des pistes de réflexion. Et Je voulais juste te dire une chose. On a fait 2 Geekers Day ici. On a fait une journée médiation numérique ici. ouais, faut changer, c'est ça. Nous, ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est aller à Fontenay-le-Comte, ailleurs. Ah oui. Ah Parce que, tiens, à Fontenay-le-Comte. Voilà, pour voir autre chose. Bah écoute, on passera le message à Fontenay-le-Comte. Voilà. Et Yvan, ils sont pas là juste parce que... Chut, on finit. Ils sont pas là parce qu'ils avaient Ripper Café aujourd'hui tous, voilà. Vous voyez, on peut, voilà, l'agenda tombe pas toujours bien. On essaiera de voir comment on vous donne la matière qu'on a eue aujourd'hui, soit par un article en ligne. On a vos mails de toute manière, donc on va voir comment on peut vous renvoyer des éléments. Toutes les interventions ont été enregistrées. Donc ça va nous permettre aussi de pouvoir mettre du support et puis d'être missionnaire de Monsieur Plantard. En tout cas, voilà. Oui, sur Amazon. On postera, allez voir la vidéo. Et puis voilà, alors évidemment que là c'était une première journée. L'ambition c'est de continuer ce travail, c'est d'avoir quelque chose qui se construise dans l'ensemble du réseau des centres sociaux. On est aujourd'hui sur les Pays de la Loire, ça se travaille dans les départements à travers différentes structurations, mais ça se travaille aussi au niveau national. Voilà, on attend une décision là, du CA dans 15 jours de la Fédération nationale pour qu'ils engagent un vrai chantier stratégique autour du numérique. Voilà, pas simplement juste de regarder ce qui se fait dans les territoires. Donc vous voyez, on est vraiment là dans l'envie d'avoir une dynamique qui va à tous les niveaux et évidemment sur un niveau partenarial parce que tout seul, on va plus vite, non, c'était pas cette phrase. Mais si, hein, voilà. Mais en tout cas, tout seul, on pourrait se dire, on va essayer, on va y aller. Mais voilà, à force d'avoir des rencontres, on voit bien que on a discuté avec la FING aussi, qui disait, nous tout seul là-haut, on n'y arrive pas parce que il n'y a pas de déclinaison territoriale. On a plutôt des centres sociaux qui disent, nous tout seul dans notre territoire, il faut aller choper des gens à Paris et on est tout seul dans notre territoire. Donc vous voyez, il faut qu'on arrive à faire cette articulation puisque en fait, ça se joue à différents niveaux et qu'il faut qu'on soit présent à ces différents niveaux. Donc voilà, alors suivez ce chantier. Merci en tout cas de votre engagement à être là aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va se revoir prochainement. Voilà, bonne journée à vous. Enfin, bonne soirée.